Ça marche? Oui, on m'entend. Bonsoir. Alors, on va commencer par... donc, le thème du jour, c'est pourquoi le ciel est noir quand il fait nuit. Moi, je vais vous parler de la nuit et de la peur du noir chez l'être humain pour commencer, parce que c'est un thème universel. Alors, en cherchant la peur du noir, j'ai trouvé deux mots. La peur du noir, ça peut se dire acluophobie ou nyctophobie, de nycta en grec, la nuit. Et donc, si on a peur du noir la nuit, c'est parce qu'on perd ses repères, qu'on ne voit plus rien, donc on ne voit plus le danger. Chez les enfants, c'est souvent l'angoisse de la séparation. Il faut quitter papa et maman la nuit, on ne les voit pas, on ne sait pas où ils sont. Les neuropsychologues expliquent cette peur irraisonnée de la nuit par le fait que ce soit la partie reptilienne du cerveau qui est la cause de ce genre d'émotions stressantes et sur lesquelles on n'a pas de contrôle conscient. De tout temps, en fait, il y a eu des veilleurs de nuit dans la société, dans les sociétés humaines, pour s'assurer que les autres puissent dormir tranquilles. Et on trouve énormément de témoignages autour de cette peur de la nuit. Alors évidemment, beaucoup chez les enfants, je vais vous montrer là, beaucoup de livres pour dédramatiser, parce que les livres qui dramatisent, on les trouve du côté des parents, comment faire les nuits à vos enfants, comment les faire dormir, etc. Je vous en ai pas amené, je vous ai amené que les livres pour les enfants. Donc je commence, je vais vous en montrer plusieurs, j'irai sans doute un peu vite, et puis ils sont là à disposition, vous pourrez les consulter. Donc il y a un cauchemar dans mon placard de Mercer Meyer, qui est un livre qui a déjà au moins 40 ou 50 ans, mais dont le succès ne se dément pas. C'est l'histoire d'un petit garçon, il y a un cauchemar dans son placard, quoi. Donc il a très très peur, puis au bout d'un moment c'est quand même insupportable parce qu'il peut pas dormir, donc il va ouvrir le placard, chercher le monstre, et il se rend compte que le cauchemar, il a encore plus peur que lui, de lui et de la nuit. Donc il va ramener le cauchemar dans son lit, le border, lui raconter une histoire, lui donner un verre d'eau, et puis ça va beaucoup mieux se passer. On en a comme ça. Oui, alors celui-ci, vous pouvez à partir de 3 ans et jusqu'à grand, parce que ça amuse même les grands. Alors, on va aller un peu plus vite sur celui-ci. Celui-ci, c'est Rose, une petite fille qui a peur du noir, et elle rencontre une petite fille qui, elle, a peur du rose. Et donc on va avoir un jeu comme ça, donc pareil, à partir de 4-5 ans. C'est aussi pour expliquer que dans la vie, il n'y a pas que le noir. J'ai peur du noir chez Kaléidoscope, parce que la nuit, on peut jouer aussi à se faire peur. C'est-à-dire qu'on a peur, on ne maîtrise pas forcément, puis des fois c'est marrant de se faire peur, donc les monstres, les araignées, etc. Mon petit papa fait des cauchemars. Encore une fois, on détourne la situation, donc pareil à partir de 4-5 ans. Aux éditions Actes Sud Junior, et là c'est le papa qui fait des cauchemars la nuit et qui empêche son enfant de dormir. Donc c'est l'enfant qui se lève la nuit et qui lui explique que maintenant il faut être raisonnable et arriver à dormir. Et puis, on a peur la nuit parce que qu'est-ce qui se passe la nuit quand on dort, en fait? Parce qu'on dort, mais il se passe des choses quand même. Donc pour les enfants, on a des livres qui expliquent ce qui se passe la nuit. Alors on va expliquer les phénomènes astrophysiques, mais on va expliquer aussi le rythme circadien, etc. Qu'est-ce qui se passe quand on va se mettre au lit? Qu'est-ce qui se passe la nuit? Donc les animaux nocturnes, ce que font papa et maman la nuit, parce que ça aussi, ça pose beaucoup de questions aux enfants. Eh oui. Donc on en a plusieurs, dont un Dolto qui explique bien pour dédramatiser. En fait, vous voyez que j'en ai amené beaucoup parce qu'il se passe énormément de choses et pour toutes les tranches d'âge. Là, j'ai du 3-6 ans chez Milan et je vous ai pris la tranche d'âge d'après qui va un peu plus loin dans les explications, mais c'est du 6-8 et ça explique pas mal de choses. Et donc la nuit, on a un certain nombre de rituels avant d'aller se coucher, tout ça pour apprivoiser la nuit. Donc qu'on soit enfant ou adulte, parce que les hommes préhistoriques déjà se retrouvaient à la veillée autour du feu pour se raconter des histoires. Il n'y a pas que les enfants qui y ont droit. Cette histoire-là, justement, c'est autour des rituels. Plusieurs petits personnages qui n'arrivent pas à s'endormir. Donc il y en a un qui a soif, il y en a un qui a chaud, il y en a un qui veut une histoire, et au final, ils finissent tous dans le même lit. La nuit, c'est un problème pour les êtres humains, pour les adultes. Alors aujourd'hui, on a des problèmes d'insomnie. Donc je vous ai apporté des livres pour résoudre le problème de l'insomnie chez les adultes, la magie du sommeil. Et puis on voit même apparaître Journal de mes nuits d'insomnie pour ceux qui vraiment n'arrivent pas à s'endormir, et plutôt que de ne rien faire ou de regarder la télé, on leur propose de remplir un journal. Je vous parlais des monstres.
Il n'y a pas que chez les enfants qu'on voit apparaître des monstres. Donc quand j'ai commencé à chercher un petit peu des monstres, on a un paquet. Et dans la littérature, un certain nombre pour les adultes, parce que la nuit apparaissent toutes sortes de créatures assez maléfiques et bizarres. Les vampires. Donc je vous ai apporté une bande dessinée. Le Prince de la Nuit, qui est une série. Donc il y en a plusieurs, parce qu'il est bien connu que les vampires n'apparaissent que la nuit, parce que le jour, ils ne peuvent pas. Vous avez les zombies, vous avez les sorcières. Vous avez Batman qui apparaît la nuit pour chasser les méchants qui apparaissent aussi la nuit. Batman étant une chauve-souris par ailleurs, donc qui ne vit bien sûr que la nuit. Oh, je vous rappelle que ça marche pour Zorro, enfin ça marche pour un certain nombre de cambrioleurs type Arsène Lupin. Dr Jekyll et Mr Hyde, il apparaît que la nuit, enfin il devient méchant quand c'est la nuit. Je reviens d'un voyage en Guadeloupe et où on nous a expliqué qu'en fait les Guadeloupéens ont très très peur des esprits, notamment des Soukounians qui vivent dans la forêt. Et que les anciens ne sortent jamais la nuit, ils ont très très peur et ils ne traversent pas la forêt. Après avoir traversé la forêt de nuit, je comprends, ça fait effectivement très très peur. Donc toutes ces croyances maléfiques, en fait, elles apparaissent la nuit. En bande dessinée en jeunesse, vous avez la Brigade des cauchemars, parce que la nuit apparaissent des cauchemars qui sont en train de dominer le monde et qui font très peur. Donc ça c'est plus pour adolescents. Et puis je vous ai apporté le Cosmo Schtroumpf, parce qu'on ne peut pas s'en passer du Cosmo Schtroumpf, même si en fait il y va jamais lui dans l'espace, mais il se passe plein de choses, il a peur, il va découvrir l'inconnu. Donc tous ces livres sont là pour vous montrer que il y a énormément de croyances et que c'est un thème extrêmement vaste et très exploité dans toute la littérature. La nuit fait peur et la nuit il y a des monstres. Merci. Alors, vous l'avez compris, donc aujourd'hui, on va, plutôt qu'un café sciences et philo, ça va être un café sciences et imaginaire à propos de la nuit. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite mise en bouche sur le mystère de la nuit étoilée. Et puis après, vous verrez, il y a un menu. Selon les questions qui vous viendront à l'esprit, on essaiera d'y répondre avec Alexandra. Alors, c'est vrai que quand il fait nuit, que peut-on voir dans le ciel? Quand il n'y a pas de nuages, on peut voir des étoiles. Ce qu'on dit toujours, la lune, l'astre de la nuit, il faut quand même bien se rappeler que la lune, on la voit aussi bien le jour que la nuit. Hein. Par contre, les étoiles, on ne les voit que la nuit. Alors, bon, malheureusement, comme il fait jour, justement, peut-être que vous ne voyez pas très bien cette image. Là, vous avez donc une belle nuit étoilée, et on s'aperçoit que les étoiles, elles sont plus ou moins brillantes dans le ciel. Et la question qui vient à l'esprit, bien sûr, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a qu'on voit plus brillantes que d'autres? Est-ce que ça signifie, comme ici, que c'est simplement qu'elles sont à peu près toutes aussi brillantes les unes que les autres, mais il y en a qui sont plus lointaines? Ou bien est-ce que ça signifie qu'en réalité, elles n'ont pas du tout le même éclat les unes par rapport aux autres, et peut-être qu'elles sont à peu près à la même distance, c'est peut-être les deux? Voilà, est-ce que quelqu'un a une idée de la réponse à la question? Est-ce que les étoiles sont d'éclats différents parce qu'elles sont intrinsèquement avec des éclats différents, ou bien est-ce que c'est uniquement une question de distance? Vous savez pas? Alors on va... Gaotti, t'as pas le droit de jouer. Hein. Et t'as pas le droit d'inciter les gens à donner les mauvaises réponses non plus. Je le connais. Alors voilà, on va essayer de faire un test. D'ailleurs, ce qu'on va faire maintenant, on peut le faire dans les planétariums. Donc, c'est pour vous inciter aussi à aller dans les planétariums quand vous avez la chance d'en avoir un dans votre ville. Voilà. Supposons que... Alors, avant de faire ceci, je vous explique une chose quand même. La grande majorité des étoiles qu'on voit dans le ciel la nuit sont à une distance maximale de 1000 années-lumière ou un peu plus. La lumière met 1000 ans pour nous parvenir de ces étoiles. Voilà. Ce sont les plus lointaines qu'on peut voir. Si j'enlève toutes les étoiles plus proches que 500 années-lumière, voilà ce que ça donne. Je le fais. Hein. Hop. Voilà. Ça n'a rien donné de différent. Le ciel reste quasiment identique. Bon, là, il est identique parce que je n'ai pas pu faire autrement. Mais dans un planétarium, vous verriez très très peu de différence. Par contre, là maintenant, je vais enlever toutes les étoiles plus lointaines que 100 années-lumière. Je ne garde que les plus proches. Et voilà ce que ça donne.
on voit quasiment plus rien. Le ciel est quasiment tout noir. Alors ça, c'est quand même un peu... C'est pas forcément le résultat auquel on pouvait s'attendre. Voilà. Alors, quand on est astronome, on dispose d'instruments qui permettent de voir très très bien les étoiles. On s'aperçoit que dans l'environnement immédiat du Soleil, toutes les étoiles, absolument toutes, sont très très faibles, beaucoup moins lumineuses que le Soleil, et elles sont en plus toutes rouges. Alors, je symbolise la différence d'éclat intrinsèque par la taille du point. Le Soleil est au milieu, c'est cette tache jaune, et vous voyez autour de nous, on n'a que des étoiles moins lumineuses, ce sont des cercles, des disques plus petits. Donc là, c'est à peu près 10 années-lumière, à l'échelle de distance. Si je prends du recul, regardez, je vais prendre du recul, et je regarde ce qui se passe, et là, au contraire, quand je prends du recul, les instruments nous montrent que des étoiles qui sont beaucoup plus brillantes que le Soleil, et qui sont en plus de toutes les couleurs. Alors, ça c'est pour une échelle d'environ 500 années-lumière. Comment on peut interpréter ça? On peut se dire, c'est ce qui vient peut-être à l'esprit. Alors, comment vous interpréteriez ceci? Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, on peut se dire, c'est très simple. Le Soleil est dans une région particulière de la galaxie où il n'y a que des étoiles toutes faibles et toutes rouges, mais en réalité, les étoiles les plus nombreuses dans la galaxie sont beaucoup plus lumineuses que le Soleil. Évidemment, ce serait trop simple, c'est pas ça la bonne explication. La bonne explication, pour la trouver, il faut se rappeler d'une chose. C'est que quand quelque chose est très faiblement lumineux, on ne le voit que de près. Par contre, ce qui est très très lumineux, on peut le voir de très loin. Et il se trouve que les étoiles sont des objets qui sont très différents les uns des autres. Regardez, vous avez des étoiles avec leur taille comparée. Vous voyez, Antares, Bételgeuse, c'est leur taille. Par rapport à ces étoiles-là, vous voyez déjà que l'étoile Arcturus est beaucoup plus petite. Elle est en bas. Quant au Soleil, il est au bout de la petite flèche, c'est-à-dire qu'en fait, on ne le voit pas. C'est un pixel. Un pixel de cette image, c'est aussi gros que le Soleil. Pourtant, le Soleil est 1 300 000 fois plus gros que la Terre. Mais, vous voyez, il est ridicule par rapport à beaucoup d'étoiles. En plus, les étoiles rayonnent de plus en plus d'énergie, elles rayonnent beaucoup d'énergie en fonction de leur couleur. Vous voyez, ici, l'étoile Rigel est très très brillante parce qu'elle est bleue. Les étoiles sont des objets qui sont très différents les uns des autres. Il y en a qui sont très faibles, d'autres très brillants, et qui sont en plus de toutes les couleurs. Donc en fait, la bonne explication, c'est que dans tous les coins de l'univers, on retrouve ces étoiles très faiblement lumineuses et très rouges, mais on ne les voit que quand on est tout près. Donc en réalité, ces étoiles qu'on ne voit pas dans notre ciel sont la majorité, et celles qu'on voit dans le ciel sont une exception. Regardez, là vous avez le nombre d'étoiles en fonction de leur luminosité. 1, c'est même luminosité que le Soleil. Vous voyez que vous avez des dizaines et des dizaines d'étoiles parmi celles qui sont plus proches que 33 années-lumière. Vous en avez des dizaines qui sont beaucoup plus faibles. Regardez, 0,0001, ce sont des étoiles 10 000 fois moins lumineuses que le Soleil. Il y en a des centaines. Et les étoiles plus lumineuses que le Soleil, vous en avez à peine quelques dizaines. Même pas. Ça, c'est pour les étoiles les plus proches. Et si on fait une statistique sur les 30 étoiles les plus brillantes du ciel, aucune, quand je dis brillance, c'est un éclat apparent, si on tient compte de la distance de tout. Mais si je regarde quelle est leur brillance intrinsèque, leur éclat vraiment, l'éclat qui vient de l'étoile, les étoiles moins lumineuses que le Soleil, vous n'en avez aucune, et toutes sont plus lumineuses que le Soleil, parfois même beaucoup plus, regardez, jusqu'à 60 000 fois. Donc en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire, la très grande majorité des étoiles qu'on voit la nuit à l'œil nu sont en réalité de véritables raretés à l'échelle de la galaxie. Ce n'est pas du tout représentatif de ce qu'on peut voir dans la galaxie. Oui. Moi, j'ai une question par rapport aux chiffres que vous nous montrez. J'aimerais savoir comment vous comparez les étoiles par rapport à l'éclat du Soleil, sachant qu'il est extrêmement proche de nous. Comment on fait pour savoir quel est son éclat par rapport aux étoiles qui sont beaucoup plus lointaines?
En fait, bon, pour l'éclat du soleil, c'est assez simple. Par contre, pour ce qui est très compliqué, et d'ailleurs, on ne le calcule pas, on fait beaucoup plus d'estimations que de calculs, c'est l'éclat d'une étoile. Quand on voit une étoile, on sait la lumière qu'on en reçoit, si elle est apparemment faible ou apparemment brillante, et si elle est faible, c'est peut-être parce qu'elle est très éloignée, mais peut-être aussi parce qu'elle est faible intrinsèquement. Alors ce qu'on fait, c'est que on recueille la lumière de l'étoile, on fait de la spectroscopie, c'est-à-dire, vous voyez ce que ça veut dire, on regarde la composition de la lumière de l'étoile, ça nous renseigne sur la physique de l'étoile, et on arrive avec des modèles qui sont assez au point à avoir une idée de l'éclat intrinsèque de l'étoile. Mais tout ça est très compliqué pour plusieurs raisons. D'abord parce que il y a de la matière interstellaire entre l'espace n'est pas complètement vide et les distances sont telles que les quelques molécules de gaz interstellaires et les poussières interstellaires font que l'éclat est atténué aussi par cette présence de matière. Et c'est très difficile de savoir quelle est la quantité de matière sur la ligne de visée d'une étoile. Alors on a des modèles plus ou moins valables. Et ensuite, quand les étoiles sont très lointaines, eh bien, on n'a pas d'autre recours pour connaître la physique de l'étoile que de faire appel à des méthodes statistiques pour calculer d'abord la distance. Enfin, c'est assez compliqué. Et en fait, à part les étoiles les plus proches, tout n'est qu'estimation avec un caractère statistique plus ou moins avancé. Mais globalement, quand même, on a une bonne idée. Quand on voit une étoile, quand on recueille sa lumière, on a une bonne idée de ce qu'on appelle son type spectral et sa classe de luminosité. Et on a des tables, on arrive à avoir une idée de sa luminosité absolue qu'on mesure avec une échelle qu'on appelle celle des magnitudes absolues. Voilà. L'autre paramètre, c'est la distance. Comment mesure-t-on les distances? Alors là c'est encore plus compliqué. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les distances d'étoiles sont très très mal connues. En fait, on ne connaît bien une distance d'étoile que quand on peut la mesurer, et on ne mesure les distances des étoiles que pour celles qui sont les plus proches. Alors, depuis quelques années, on a le recours à des satellites. On a d'abord eu Hipparcos, un satellite qui a été lancé en 1989. Maintenant, on a Gaia. Ces satellites nous permettent de mesurer très précisément un plus grand nombre d'étoiles que par le passé. Mais on reste quand même cantonné à des distances très proches. Comment on mesure ces distances? Par une méthode optique très simple, par la parallaxe. Si vous regardez un objet qui est un peu loin et vous le mettez en coïncidence avec votre doigt, faites l'essai, et vous fermez un œil, alternativement l'œil gauche puis l'œil droit, vous allez voir que votre doigt, il ne sera pas forcément en coïncidence avec ce que vous mesurez. Parce que vous avez un œil, l'œil gauche, l'œil droit, ils ne sont pas au même endroit forcément. Donc ce qu'on fait avec les étoiles, c'est qu'on mesure soit on tient compte du diamètre de la Terre pour avoir cette parallaxe, la même chose que la distance entre les yeux, soit on le fait carrément à 6 mois d'intervalle, on a la distance de l'orbite terrestre pour évaluer, pour avoir une parallaxe et avoir une idée de la distance. Mais très vite, les étoiles sont si lointaines que très vite, ça ne fait pas de différence. Et donc, on est très vite obligé d'avoir recours à des méthodes statistiques ou des méthodes qui sont très malignes, mais qui font appel à notre connaissance de la physique des étoiles ou de ce qu'on appelle les amas d'étoiles. Et ce sont des méthodes indirectes. Et en fait, quand on arrive à certaines distances, on sait qu'on a une erreur assez importante. Mais globalement, on s'en sort pas trop mal. Ça, c'est pour les étoiles. Pour les galaxies, c'est encore plus compliqué, mais tout à l'heure, on pourra en parler pour les galaxies. Voilà. Et dans le système solaire, c'est encore autre chose, c'est plus simple aussi. Par rapport aux chiffres que vous nous avez présentés juste avant, je ne veux pas les remettre en cause, loin de là. La luminosité des étoiles, vous nous avez présenté qu'il n'y en avait aucune en dessous du Soleil, etc. Ça ne représentait pas le nombre d'étoiles que vous nous avez présenté dans le graphique d'avant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, quand j'ai dit les 30 étoiles les plus brillantes du ciel, c'est les plus brillantes de celles que l'on voit depuis la surface de la Terre à l'œil nu. Donc ça veut dire qu'il n'y a aucune des étoiles qui sont très majoritaires et qui ne sont détectables que par des instruments. Les autres,
sont encore plus lumineuses ou encore Alors, moins... c'est les 30 plus brillantes. Donc, celles qui ne sont pas dans cette statistique que je vous ai montrée sont moins brillantes intrinsèquement. Et après, la distance, c'est autre chose. Ok, ok. Et on ne sait toujours pas pourquoi le ciel est noir. Alors, ça, on va pouvoir le savoir tout à l'heure. Donc là, voilà. On vous propose, alors, au secours, la nuit, il fait tout noir. Alexandra en a parlé. Et maintenant, voilà. Oui, tu avais une question, Claudine ? Moi, c'est toujours. Tu peux remettre la Oui. phrase d'avant, s'il te plaît? Parce que la majorité est rare. Moi, je voudrais savoir ce qui n'est pas rare. La majorité de ce qu'on voit, c'est des raretés. Oui. Donc, c'est quoi Alors, les étoiles que l'on voit dans le ciel, on les voit parce qu'elles sont extrêmement brillantes. Mais ce sont des étoiles qui sont rares. Et les étoiles les plus communes sont si faibles qu'on ne les voit pas. Et est-ce que ça veut dire qu'elles sont loin? Non, elles sont partout. Elles sont loin, près, elles sont partout. Mais elles sont. Elles remplissent la galaxie, D'accord. mais on en voit très peu, on ne voit que les plus proches. Alors que les autres, qui sont clairsemées, très rares, on les voit beaucoup plus facilement parce qu'elles sont extrêmement brillantes. Voilà. Est-ce que c'est clair comme ça ? Alors, est-il possible que des étoiles qui ne sont pas visibles aujourd'hui pourraient être visibles dans 2000 ans, 3000 ans de la Terre? Alors, les étoiles sont des objets qui sont très étonnants parce que non seulement ils sont très différents dans leur luminosité, dans leur masse, mais ils sont aussi très différents dans leur temps de vie. Les étoiles les plus massives vivent très peu de temps, quelques dizaines de millions d'années, ce qui est très peu pour une étoile, et elles évoluent très vite. Les étoiles les plus qui ont la masse la plus faible peuvent durer très très longtemps, plus longtemps encore que l'âge de l'univers. Alors, 2000 ans, c'est quand même très peu pour une étoile. Ce qui peut se passer, par contre, c'est que une étoile qui n'est pas trop loin de la Terre et qui est en fin de vie, elle va tout d'un coup, terminer sa vie, entre guillemets, dans un phénomène explosif extrêmement violent qu'on appelle une supernova. Il y a plusieurs types de supernovae, mais bon, c'est quand les étoiles explosent, elles deviennent extrêmement brillantes. Et à ce moment-là, certaines étoiles qui sont invisibles deviennent visibles. Ça s'est par exemple passé en 1987, et en plus c'était une étoile qui n'était même pas dans notre galaxie, qui est devenue une supernova et qu'on a vue tout d'un coup. Alors on l'a pas vue à l'œil nu, on l'a vue dans des télescopes, mais on peut imaginer que ça se passe. Ça s'est passé au XVIIe siècle. Il y a un astronome très célèbre qui tout d'un coup a observé une étoile nouvelle dans une constellation qui est la constellation de Cassiopée. En fait, c'était simplement une étoile qui, pendant quelques mois, est devenue brillante parce que c'était un petit peu c'était le chant du cygne, hein, et ensuite son éclat a diminué, et maintenant on peut observer ce qui reste de cette étoile qui est morte, mais uniquement au télescope. Voilà. Alors, je ne sais pas comment on peut prévoir qu'une supernova va, à ma connaissance, je ne connais pas de méthode de prévision des supernovae. Je pense que ou bien il y a quelque chose qui n'a pas été compris par l'auteur de l'article, ou bien il y a une confusion parce qu'on ne peut pas prévoir ce genre de phénomène. C'est dommage d'ailleurs. Voilà, alors, on vous propose donc avec Alexandra d'autres questions qu'on peut examiner. À vous de nous dire ce que vous préférez. Soit, bien, la nuit, le ciel est noir, effectivement. Tout le monde y est habitué. Est-ce que c'est normal ? En réalité, c'est très étonnant. Et ça nous renseigne sur l'univers, vous allez voir. Un autre sujet, c'est la nuit, le ciel est noir. Ah oui, vraiment ? Est-ce qu'il est si noir que ça ? Et là, Alexandra... voilà. Et puis il y a aussi un sujet un peu plus étonnant, c'est mais où sont passées les étoiles ? Alors vous allez voir, là il y a deux sujets qu'on peut traiter. Et dernier sujet, la nuit éternelle. La nuit éternelle, c'est par exemple, vous savez que quand on va dans certaines régions de la planète, il peut faire nuit pendant 6 mois. Alors,
quel est le sujet qui vous passionnerait le plus? Allez-y. Est-ce si normal? Le ciel est noir. Bon. Alors, bon, je vais quand même peut-être demander à Alexandra si elle a, elle, quelque chose, une idée ou une explication, ou si ça lui... Oui. Oui, mais est-ce que ça t'évoque quelque chose d'autre? Non. Il y a plein de noirs, et pourquoi? Alors, est-ce que c'est si normal que ça? Alors voilà, effectivement, quand on est en pleine nuit, qu'on est loin de la pollution lumineuse, on en parlera tout à l'heure de ça, on peut voir les étoiles, mais entre les étoiles, il n'y a que du noir. Et même si vous prenez un télescope, et même si vous allez dans une zone où il y a beaucoup d'étoiles, même si vous allez dans ce qu'on appelle un amas globulaire, vous verrez qu'entre les étoiles, on arrivera à voir du noir. Et de toute façon, globalement, le ciel est noir quand il fait nuit. Pourquoi? Alors, pour l'explication, avant d'expliquer, il faut se demander si c'est si normal que ça. Quand vous êtes dans une forêt, si la forêt est très grande et si les arbres sont répartis de manière à peu près homogène, que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on voit tout autour de soi? Voilà, par exemple, si on vous dit à l'autre bout de l'autre côté de la forêt, après la forêt, eh bien, il y a une magnifique maison, vous ne la verrez pas. Vous ne voyez que des troncs d'arbres. Bien sûr, entre les troncs d'arbres du premier plan, vous pouvez voir un peu plus loin, mais votre regard tombera toujours sur un tronc d'arbre. Vous êtes d'accord? Bon. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer l'univers à une forêt. Alors évidemment, la forêt, on la parcourt en marchant dans un plan. Donc on va, pour simplifier le problème, on va imaginer que l'univers, c'est quelque chose de tout plat. On se trouve sur Terre, on est entouré d'astres lumineux, que ce soit des étoiles ou des galaxies, on s'en fiche, peu importe. Mais imaginez que à la place de la Terre, vous avez un promeneur dans une forêt, et à la place des étoiles, vous avez des arbres, des troncs d'arbres. Si je regarde ce qu'il y a autour de moi dans un certain rayon, vous voyez ce cercle rouge, je vais voir qu'il y a quelques arbres. Ces arbres font obstacle à ma vue. Et si, par exemple, il me prenait l'idée de prendre une photo panoramique comme cela, eh bien, on verrait donc les troncs d'arbres comme cela, et je pourrais projeter sur un écran qui m'entoure, et je verrais que, par exemple, l'arbre qui est tout en bas, eh bien, sur la photo, il occupe cette portion de mon image. Vous me suivez? Voilà. Alors évidemment, si je fais la même chose avec tout le reste, je vais avoir, voilà, ça, ce sont les arbres du premier plan. Bon, mais évidemment, il y en a d'autres. Alors, je vais agrandir mon cercle, et je vais voir la contribution sur la photo des autres arbres. Et ainsi de suite. Voilà, vous me voyez venir. Là, ce sont les arbres qui sont un peu plus loin. Mais je peux encore agrandir mon cercle. Et, à nouveau, je vais avoir des troncs qui vont s'ajouter, comme ceci. Et finalement, vous l'avez bien compris, plus j'éloigne le cercle, plus j'agrandis le rayon de mon cercle, plus je remplis mon image de troncs d'arbres. Et finalement, je ne vois que des troncs d'arbres. Donc, si je compare l'univers à une forêt, hein, rappelez-vous ce qu'on disait, quand la forêt est très grande et que les arbres sont répartis de manière homogène, on voit des arbres partout. Donc, ça veut dire que si l'univers est très grand et si les astres lumineux sont répartis de manière homogène, partout où on regarde, on va voir des étoiles. Donc, si je continue avec cette logique, ça veut dire que le ciel devrait être uniformément lumineux, avec une brillance moyenne qui est celle d'une étoile. Vous êtes d'accord? Pourtant, ça n'est pas ce qui se passe. Alors là, vous pourriez m'objecter quelque chose. Oui? Qu'est-ce que vous pourriez me dire? Oui? Oui, mais en fait, si on prend le problème dans un volume, ça revient au même. C'est pareil. On multiplie les plans, ça ne change rien en fait. Oui?
l'univers observable, il est limité, à savoir, je crois, un peu plus de 13 milliards d'années-lumière. Ah, là, vous allez vers la réponse que je voulais vous faire deviner, donc c'est bien, vous savez déjà des choses, mais on va essayer de progresser un peu plus progressivement, mais effectivement, vous avez l'essentiel de la réponse. Vous pourriez me dire, quand les étoiles s'éloignent, leur éclat apparent diminue, donc c'est ça qui se passe, c'est noir parce que les étoiles sont trop loin. Regardez par exemple cette étoile qui est là où il y a le point S, elle envoie un certain nombre de particules de lumière, des photons. Quand je double la distance, le même nombre de particules de lumière occupe 4 fois plus d'espace. Quand je triple la distance, 9 fois plus. Donc finalement la lumière se dilue 9 fois plus. Et au bout d'un certain temps, elle est tellement diluée qu'on n'a plus de lumière. Ce pourrait être l'explication. Oui, mais quand vous regardez plus loin, si les astres sont répartis de manière homogène, quand vous regardez 2 fois plus loin, vous en voyez 4 fois plus. Quand vous voyez 3 fois plus loin, vous avez 9 fois plus. Donc cet effet-là compense l'autre effet. Donc ça ne résout pas le problème. Alors ça, c'est un paradoxe qu'on appelle le paradoxe d'Olbers, et qu'on devrait appeler le paradoxe de Chezeaux-Olbers, parce que Chezeaux l'avait lui aussi compris. C'est que si l'espace est rempli à peu près uniformément d'étoiles jusqu'à des distances aussi grandes que l'on voudra, le ciel doit être partout à peu près aussi brillant que la surface d'une étoile. Pourtant, c'est un fait, le ciel est noir. Alors comment est-ce possible? La question c'est, pourquoi le ciel n'est pas uniformément lumineux? Alors, dans le raisonnement qu'on a tenu, on a oublié une chose. Et c'est normal qu'on l'ait oublié, parce que nous vivons dans un monde où les distances sont très faibles. Quand vous appuyez sur un interrupteur, la lampe s'allume, et entre le moment où la lampe s'allume et le moment où vous la voyez s'allumer, il se déroule une fraction de seconde, on ne voit pas de différence. Mais dans l'espace, les distances sont telles que c'est plus du tout la même chose. Et en fait, on oublie qu'il faut un certain temps à la vitesse, à la lumière, pour aller de sa source jusqu'à nos yeux ou nos instruments d'observation. Et même si la lumière voyage à 300 000 km par seconde, eh bien, regardez par exemple l'une des galaxies les plus proches de la nôtre, la galaxie d'Andromède, elle est voisine, eh bien, elle est à presque 3 millions d'années-lumière. Il faut à la lumière presque 3 millions d'années pour nous parvenir. Donc, ça change tout. Regardez, je reprends mon exemple de la forêt. Je suis dans ma forêt et je vais faire une supposition. Je vais dire que la vitesse de la lumière, au lieu qu'elle soit de 300 000 km par seconde, elle est de 1 mm par an. Alors, heureusement que ça n'est pas le cas, parce que sinon on ne pourrait pas se voir. On pourrait attendre toujours longtemps, on ne se découvrirait pas. Mais si la vitesse de la lumière était de 1 mm par an, et si je constate que j'arrive à apercevoir dans un petit coin un arbre qui est à 1 km. Je le vois cet arbre, il est à 1 km et je le vois. Qu'est-ce que ça signifie? La lumière a mis combien de temps pour nous parvenir? À raison de 1 mm par an, bon, je fais le calcul à votre place, la lumière a mis 1 million d'années pour arriver. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que je vois cet arbre tel qu'il était il y a 1 million d'années. Vous êtes d'accord? Et si je vois des arbres à 1 km et que je les vois donc tels qu'ils étaient il y a 1 million d'années, ça me renseigne, ça me donne un renseignement très important. Lequel? Est-ce que je pourrais voir une automobile à 1 km? Il faudrait qu'elle soit très vieille. Je ne pourrais pas voir d'automobile puisqu'il y a 1 million d'années, les automobiles n'existaient pas. Vous êtes d'accord? Donc, si je vois un arbre à 1 km avec cette vitesse de la lumière, ça veut dire qu'il y a 1 million d'années, les arbres existaient. Ça me donne un renseignement. Eh bien, avec le même raisonnement, je comprends que si je vois des étoiles visibles jusqu'à il y a 1 million d'années-lumière, cela signifie, sachant maintenant que la vitesse de la lumière c'est 300 000 km par seconde, ça veut dire qu'il y a 1 million d'années, les étoiles existaient déjà. Et rassurez-vous, elles existaient depuis extrêmement longtemps. Mais j'arrive à voir des galaxies qui sont à des milliards d'années-lumière.
et qui sont remplis d'étoiles qui sont donc à des milliards d'années-lumière. Cela signifie que les étoiles existent depuis des milliards d'années-lumière. Mais existent-elles depuis toujours? Parce que maintenant, on commence à entrevoir la réponse que vous aviez à peu près dit tout à l'heure. Si le ciel est noir, c'est peut-être parce que les astres qui peuplent l'univers n'ont pas toujours existé, ou bien parce que la lumière que certains émettent est toujours en chemin, elle ne nous est pas parvenue. Mais si la lumière n'est toujours pas arrivée jusqu'à nos yeux pour ces astres très lointains, ça veut dire que la lumière ne disposait pas d'un temps infini pour nous parvenir. Donc, que l'univers n'existe pas depuis un temps infini. Donc, cela signifie que l'univers n'a peut-être pas toujours existé. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Donc, le simple fait que le ciel soit noir la nuit nous donne un renseignement: l'univers n'a pas toujours existé. Je simplifie un peu le propos parce qu'on n'a pas tout le temps pour en discuter, mais c'est l'argument principal. Voilà. Donc, si l'univers n'a pas toujours existé, nous serions condamnés à n'en voir qu'une partie. Alors, il y a un homme qui le premier a compris que si le ciel est noir la nuit, c'est parce que certains astres, eh bien, on ne les voit toujours pas, leur lumière est toujours en chemin. Ils sont trop loin pour que nous puissions les voir. C'est un célèbre écrivain, ce n'était pas un scientifique, c'est un écrivain très connu qui a été le premier à comprendre ça. Est-ce que quelqu'un peut deviner? Vous avez le droit de poser des questions, je réponds par oui ou par non. Alexandra connaît la réponse. Alors, il était américain, il écrivait beaucoup de nouvelles. Des nouvelles fantastiques. Et je dirais même des nouvelles extraordinaires. Et même aussi, il a écrit des nouvelles histoires extraordinaires. Oui, c'est Edgar Allan Poe, tout à fait. C'est Edgar Poe, un écrivain qui, donc, s'intéressait visiblement à l'astronomie et qui avait compris ça. Alors, maintenant, bon, l'univers n'a pas toujours existé, c'est ce qu'on peut se dire, mais est-ce que ça repose sur quand même des théories scientifiques qui tiennent un peu plus la route que simplement observer le ciel? Parce que on pourrait dire aussi que c'est parce que l'univers n'est pas homogène ou parce qu'il n'est pas infini. Bon, là, il y a plein de discussions qu'on pourrait avoir. On ne peut pas les avoir aujourd'hui, mais en fait, l'explication n'est pas là. Alors, c'est un grand astronome qui s'appelait Edwin Hubble, qui était d'ailleurs un boxeur amateur. Vous voyez, c'était un homme qui faisait beaucoup de choses. Alors, il a eu la chance d'être en exercice quand on a mis en service ce qui était à l'époque le plus grand télescope du monde, le télescope du mont Wilson, dont le miroir faisait 2,50 m, parce que, en fait, le problème en astronomie, c'est pas tant de grossir les objets que de réunir ou de concentrer la lumière des objets les plus faibles. Et pour ça, il faut faire une course au miroir le plus grand. Et en fait, 2,50 m à l'époque, ça permettait de faire un grand pas en avant. Et il a trouvé un résultat. Alors là, je vous donne ce qu'on vous présente souvent, ce genre de diagramme, pour vous montrer la loi de Hubble. Ça n'est pas son travail, vous allez voir qu'il y a une sacrée différence. Mais, en gros, alors à l'époque, quand il a trouvé ça en 1929, ça faisait déjà 10 ans qu'un grand astronome qui s'appelait Shapley avait remarqué que certaines, alors on appelait à l'époque ça à l'époque des nébuleuses, ce sont des galaxies, certaines galaxies avaient un décalage systématique vers le rouge. Leur lumière était rougie systématiquement, et on avait même remarqué, Shapley et d'autres, que ça avait l'air d'être un effet avec la distance. Plus ces nébuleuses dont Hubble a montré en 1923 que c'était en fait des galaxies comme la nôtre, plus ces galaxies étaient éloignées, plus leur lumière était rougie. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut associer à ce qu'on connaît sous le nom d'effet Doppler-Fizeau, ou effet Doppler. Quand vous voyez une voiture qui passe près de vous, le son change de... Ça fait... alors, je vais me ridiculiser, mais c'est pas grave. Ça fait... comme ça. Et donc, le son passe de l'aigu au grave. Parce que, au départ, la voiture s'approchait, puis elle s'éloigne. Alors, ça pouvait être approché de cet effet-là. Alors, Hubble, lui, qui a bénéficié aussi des travaux d'une astrophysicienne qui a fait un truc très important, il a fait des mesures précises, qu'on espérait précises, et il est tombé sur une loi
on la présente comme ça maintenant, qui est effectivement, plus les galaxies sont éloignées, plus leur vitesse apparente d'éloignement augmente. Donc tout se passe comme si ces galaxies nous fuyaient, mais dans toutes les directions, où qu'elles soient. Ça signifierait donc que nous avons la Terre et le système solaire occupent une position privilégiée. Nous serions une espèce de centre de fuite. Tout l'univers nous fuit. Ce qui n'est pas acceptable philosophiquement, vous êtes d'accord? Donc ça n'est pas l'explication. Et l'explication, en fait, alors je vais quand même, voilà, donc là vous avez Hubble avec son télescope. Donc toutes les galaxies s'éloignent de nous, en apparence, à une vitesse qui grandit avec leur distance. C'est une loi très simple, extrêmement simple, qui porte le nom de loi de Hubble. Ce qui n'est pas très sympa pour quelqu'un d'autre, on va le voir tout à l'heure, parce qu'en fait, c'est pas Hubble le premier qui l'a trouvé. Alors, donc, est-ce qu'on a vraiment une position privilégiée dans l'univers? Ben non, évidemment. C'est pas ça du... Ah, le président de l'association n'est pas d'accord. On a passé 2000 ans à nous expliquer que le centre de l'univers, c'était la Méditerranée et la Terre. Et on se serait trompé? Non, mais c'est peut-être la place Jean Jaurès, le centre de l'univers, effectivement. Alors, en fait, ce qui se passe... La gare de Perpignan, oui, comme disait Dali. En fait, ce qui se passe, regardez, si je dessine 2 points à la surface de ce ballon, ils ne vont pas se déplacer, les 2 points, mais si je gonfle le ballon se dilate, et ces 2 points voient leur distance augmenter, même s'ils ne se déplacent pas. C'est pareil pour les galaxies. Les galaxies sont dans un univers qui est en expansion. Toutes les distances se dilatent, et vous le voyez avec cette animation. Les galaxies ne se déplacent pas, mais l'espace se dilate. Alors on va passer les détails, hein. En réalité c'est un effet dû à une dilatation de l'espace-temps, mais peu importe. Alors cet effet n'est pas visible à courte distance. Il faut aller dans des grandes distances pour qu'on ait cet effet. Et en fait, Hubble, lui, il avait observé quelque chose qui avait déjà été trouvé par le calcul par Georges Lemaître. Alors Hubble est à droite, Lemaître est à gauche. Lemaître l'avait trouvé par le calcul à partir des travaux d'Einstein que vous avez au milieu. Donc c'est un travail collectif finalement d'une certaine façon, même si on l'a pas fait en même temps. Les calculs étaient confirmés par l'observation. Et donc, puisqu'on sait maintenant que l'univers se dilate, ça signifie que si on allait vers le passé, au début il était concentré dans un volume tout petit. Et donc, finalement ça veut dire qu'il y a eu un début quand à partir de ce volume tout petit, l'univers s'est dilaté. Alors, Lemaître avait sa théorie d'atome primitif, qui n'était pas la bonne théorie, mais qui allait un petit peu dans le sens de ce qu'on appelle maintenant le modèle du Big Bang. Voilà. Donc vous voyez, en observant que le ciel est noir la nuit, on arrive à parler du Big Bang sans faire d'équation. Donc la réponse, pour en venir à notre question, pourquoi le ciel nocturne est noir la nuit? Ben, on le sait maintenant, on a compris. Comme l'univers n'a pas toujours existé, la lumière des astres les plus lointains ne nous est pas encore parvenue. Et donc maintenant vous allez me dire que ce qui se passe c'est ceci. Quand on attend suffisamment longtemps, il y a une animation en boucle, voilà. La lumière des astres les plus lointains finit par nous parvenir et plus on attend, plus le ciel devient de plus en plus lumineux. Ça vous paraît logique? C'est logique, mais c'est faux. C'est pas ça qui se passe. Quoi? Les astres morts sont remplacés par des astres vivants qui naissent. C'est pas, non, le problème n'est pas là. Le problème, c'est ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'univers est en expansion. Alors, je vous ai dit, plus on regarde des galaxies lointaines, plus leur vitesse de récession, entre guillemets d'éloignement si vous voulez, augmente. Mais quand on regarde loin en distance, on regarde loin dans le passé. Ce qui veut dire que quand on regarde quelque chose de très loin, la vitesse d'expansion de l'univers était très très importante. Et en fait, les objets les plus lointains s'éloignent à une vitesse qui est supérieure à celle de la lumière. Donc ceux-là, leur lumière ne nous rattrapera jamais. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce décalage vers le rouge n'est pas l'effet Doppler dont vous avez entendu parler pour ceux qui étudient la physique. Hein. En physique, il y a 3 raisons pour lesquelles un spectre peut être décalé vers le rouge. Il y a l'effet Doppler, il y a l'effet cosmologique, le décalage cosmologique, et il y a aussi le décalage gravitationnel à cause des masses très importantes. Ces 2 derniers effets, c'est pas la mécanique classique qui vous l'apprend, c'est la relativité générale. En tout cas,
quand vous avez donc un univers en expansion, ce qui est le cas de notre univers, eh bien les objets les plus lointains voient leur lumière ne jamais nous rattraper parce qu'ils s'éloignent à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Alors, on est sûr qu'ils existent parce qu'en fait, ces objets, on les voit, mais on les voit maintenant parce que leur lumière nous est parvenue, mais depuis le temps. Ils se sont éloignés et on ne les verra plus jamais. Et ceux qui sont encore plus loin, on les verra jamais, jamais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc finalement, la vérité c'est que le temps, enfin le ciel s'obscurcit avec le temps. Mais rassurez-vous, ça ne veut pas dire que demain il sera encore plus noir. Hein. Ça c'est vraiment sur des échelles de temps qui n'ont rien à voir avec la nôtre. Mais effectivement, si on revient dans quelques milliards d'années, le ciel sera encore plus noir. Voilà, donc pour la conclusion, donc, pourquoi le ciel nocturne est-il noir? Parce que la partie visible de l'univers est limitée, et elle est limitée parce que l'univers n'a pas toujours existé. Voilà, alors soit on revient au menu, soit je vous explique un truc amusant sur le travail de Hubble. Mais Alexandra? En fait, le temps d'une petite pause boisson. Pour ceux qui ont besoin de reprendre les bases pour comprendre tout ce qu'on vient d'expliquer, j'ai apporté une petite série d'ouvrages. Alors, je ne vais pas bien le dire, mais Une nuit de Trinh Xuan Tuan, qui explique tout un tas de phénomènes astronomiques. Voilà. C'est de la vulgarisation scientifique et donc c'est accessible au plus grand nombre. Mais pour aller encore plus loin dans la vulgarisation, j'ai amené beaucoup d'ouvrages pour les petits, parce qu'il ne faut pas repartir du début pour bien tout comprendre. Donc il y a un certain nombre d'ouvrages, parce que c'est un thème qui passionne toujours les enfants, sur le ciel et l'espace, pas mal chez Milan. Vous pourrez les regarder toujours après, il y a beaucoup de photos. Celui-ci est chez Milan, c'est le copain du ciel. Je vais ouvrir celui-ci. Hop. Mon encyclopédie du ciel et de l'espace chez Gallimard, vous avez énormément de photos qui explique aussi la recherche actuelle, les instruments. On a beaucoup parlé de Thomas Pesquet, donc les enfants aiment bien voir aussi ce qu'ils ont vu avec Thomas Pesquet et à quoi ça correspond exactement. Et l'avantage de ces livres, c'est qu'on peut commencer tout petit. Les petites planètes, ça explique vraiment là sur du 3-4 ans pour avoir déjà des notions de ce dont on parle. De façon ludique et que vous connaissez, il y a l'espace chez Kididoc où là vous avez beaucoup de petites animations comme celle-ci où on peut déplier et voir la fusée. Ils sont très bien faits. Au niveau des explications, ça tient vraiment la route. Le professeur Astrocat qui explique l'univers également. Donc c'est fait plus là sous forme d'album, mais toujours sur des bases scientifiques. Hop. Ouais, c'est un chat. Ah, c'est peut-être, oui. Et donc pareil, là, avec les constellations pour comprendre. Tout petit. Merci. Alors, on peut revenir au menu pour avoir les questions de tout à l'heure, ou bien on peut faire une petite digression de 2 ou 3 minutes sur ce fameux diagramme de Hubble. Vous allez voir que pendant longtemps, on a cru qu'on avait tout compris, et on était passé à côté d'une découverte extraordinaire, puisqu'on passait à côté de carrément 70% du contenu de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Menu Jacques, ou la petite digression? si je peux me permettre juste une petite question ou remarque. L'univers n'a pas toujours existé, sauf qu'à l'heure actuelle, on va jusqu'au mur de Planck, mais derrière le mur de Planck, on pense que l'univers a peut-être toujours existé et qu'il n'a pas une origine, mais soit qu'il a rebondi, soit qu'il est dans des multivers, soit, et qu'il n'y a pas d'obligation à ce qu'il y ait un début à l'univers. Alors, quand on dit l'univers n'a pas toujours existé, on parle de l'univers tel qu'on l'observe maintenant jusqu'au mur de Planck, puisque justement, après le mur de Planck, enfin avant le mur de Planck, en réalité, ça n'est pas de la science, c'est peut-être de la métaphysique, puisque justement, on n'a plus les outils pour étudier tout ça. Donc, on peut faire des suppositions qui sont faites sur des bases scientifiques, mais il y a des explications très intéressantes que tu as citées, mais là, on est dans l'inconnu, on n'a pas de preuves, on n'a pas les moyens d'étudier ça, encore moins, ni même de le comprendre. Mais jusqu'à ce mur de Planck, on parle d'un univers. Alors effectivement, est-ce que avant cet univers-là, il avait une autre forme, est-ce qu'il y en avait d'autres? Ça, on ne sait pas. Donc quand on dit l'univers en cosmologie, eh bien ça veut dire jusqu'au moment où après on ne peut plus en parler. Quand je dis jusqu'au moment, c'est en remontant le temps. Voilà, effectivement.
Donc là, on va finir effectivement dans un néant ou un presque néant où ça sera pratiquement noir. On va avoir presque une déchirure en fait de l'espace, parce que ça va être complètement, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de lumière, on n'aura plus qu'un acouphène. Enfin, j'appelle ça un acouphène, c'est le fond diffus cosmologique qui restera toujours là. Et à part le fond diffus cosmologique, ça sera la seule lumière qui va exister, puisque dès qu'il n'y aura plus rien, peut-être quelques trous noirs qui vont encore s'évaporer, et on va finir dans un glacial néant à 2K, puis il n'y aura plus de rayonnement électromagnétique, et on sera vraiment dans là, dans le noir, on est vraiment dans le thème, dans le noir. En fin de compte, notre univers, dans quelques centaines de milliards, là, c'est des gogolplex, les chiffres là qu'il faut utiliser. On va finir en fait dans il y aura plus rien, quoi, à part un fond diffus cosmologique. Ça sera vraiment. Là, on pourra parler de noir presque absolu, quoi, non? En fait, en réalité, pour le moment, on n'en sait rien. Et peut-être qu'on ne le saura jamais. Simplement, ce qu'on peut dire, c'est que, alors, pendant très longtemps, on disait que l'univers pouvait avoir 3 fins. Et on pensait qu'on connaissait bien les 3 scénarios possibles. Et puis, en 1998, on s'est aperçu qu'on avait tout faux et que l'évolution de l'univers n'était pas celle qu'on pensait. Malgré tout, il demeure 3 fins possibles. Alors, c'est vrai qu'actuellement, les dernières mesures laissent penser qu'on devrait aller vers un univers qui va se diluer totalement et mourir comme ça, entre guillemets, tout se refroidit, tout. Mais en fait, en réalité, il suffit qu'un jour, comme c'est arrivé très souvent dans le passé, on s'aperçoit qu'il y avait une chose qu'on ne savait pas pour que tout soit remis en cause. On ne peut pas affirmer, à l'heure actuelle, que c'est sûr que l'univers va se diluer dans le noir, on n'en sait rien. Pour le moment, c'est un scénario qui correspond assez à la connaissance théorique qu'on a et aux observations partielles qu'on a. Mais on ne peut pas dire plus que ça. Voilà. En fait, oui, et puis il y a peut-être d'autres choses qu'on va découvrir. Alors, menu, ou bien on parle pendant 2 minutes de la fuite des galaxies. Le menu, j'envoie le menu. Alors, il nous reste... est-ce que le ciel est vraiment noir la nuit? Mais où sont passées les étoiles? Ou la nuit éternelle? La nuit éternelle? La nuit éternelle? Parce que je vois ce que tu peux dire derrière les 4 autres, mais là je vois pas. Alors la nuit éternelle, c'est une grande peur de l'être humain également, et à travers de nombreuses cosmogonies et autres mythologies, alors quelles que soient les sociétés, parce que j'en ai trouvé plusieurs, mais finalement ça raconte à peu près toujours la même chose. C'est une alternance de la nuit et du jour, et on ne peut pas faire autrement. À chaque fois, il y a des divinités qui sont créées pour apporter le jour et d'autres qui apportent la nuit. Il me semble que c'est en Égypte, où en fait la déesse de la nuit, chaque nuit enfante le jour au matin et le rappelle à elle chaque soir, et ainsi de suite. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc la nuit éternelle, finalement, n'existe pas, même si l'homme joue à se faire peur avec. C'est une alternance qui est nécessaire à l'harmonie du monde, et donc si elle n'est plus respectée, il se passe des catastrophes. Et c'est là que je vous apporte mes catastrophes. J'en ai 3, enfin 4 même d'ailleurs. On va commencer avec un album jeunesse qui s'appelle Cache-Lune. L'illustrateur Éric Puybarret chez Gauthier et Langros. En fait, on explique qu'il y a un petit personnage dont le métier est de cacher la lune au matin, en fait, pour que le soleil puisse se lever. Sauf qu'ils sont comme nous, c'est au bout d'un moment, ils commencent à être âgés, ils ont besoin de prendre leur retraite, et il y en a un autre qui a été formé pour prendre sa suite. Sauf que le petit personnage qui doit prendre la suite du veilleur du cache-lune qui doit partir à la retraite, il a perdu la graine magique qui l'envoie sur la lune. Et là, c'est une catastrophe, parce que si on ne peut plus cacher la lune, alors le monde va mourir. Donc ça va raconter comment les personnages s'entraident pour le renvoyer sur la lune pour qu'ils puissent la cacher toutes les nuits. Donc ça finit bien à chaque fois, hein, mais en fait la nuit éternelle. Et donc après il y a les problèmes de la nuit polaire en Islande, avec cette nuit qui ne se cache jamais, qui continue pendant 6 mois. Et c'est là qu'arrivent des drames dans les sociétés diverses et variées, des crimes atroces, des enquêtes très sombres finalement, parce que quand la nuit s'attarde, l'équilibre du monde est rompu et le mal apparaît.
À lire absolument, les Islandais sont terribles. Olivier Truc, c'est un Français, mais ça se passe en Laponie. Et c'est pareil, c'est au cours de cette nuit polaire, c'est très très bien. Alors c'est Ragnar Jonasson. Moi celui-là c'est facile. Oui, ils sont de là-haut. Et enfin c'est Mörk le titre. Et le dernier Lapon d'Olivier Truc, qui lui est un auteur français mais qui connaît très bien. Ça se passe au sein du peuple Sami et on explique pas mal de choses. J'ai un roman pour ados d'un auteur français qui s'appelle Johan Elio. Les prisonniers de la nuit, tout est dans le titre en fait. La nuit ne s'en va plus et le monde est en train de mourir, le mal apparaît, il faut absolument s'en défaire. Quand on y reviendra peut-être avec la nuit, les étoiles qu'on voit plus. L'être humain a toujours eu peur de la nuit, ça je vous l'ai dit tout à l'heure, donc il a amené la lumière, d'abord des feux et puis l'électricité, donc c'est formidable parce qu'aujourd'hui vous pouvez veiller toute la nuit comme à Las Vegas, il n'y a plus de jour, il n'y a plus de nuit, c'est fantastique, sauf que ça gêne, comme je vous le disais, quand il n'y a plus d'alternance, il y a des problèmes, et c'est là qu'on retrouve les insomnies, donc dans les livres qui traitent de l'insomnie régulièrement, on vous réexplique qu'il faut vous réhabituer à avoir un rythme circadien et à respecter votre chronobiologie, parce que il n'y a pas d'autre solution pour dormir correctement, que ce soit chez les grands ou chez les petits. Je voulais vous montrer, je vous parlais d'équilibre, et donc ça c'est mentionné également dans tous les livres, que ce soit pour grands ou petits. Je vous parle de Chien Bleu. Alors Chien Bleu, c'est un album pour enfants qui date d'il y a au moins 40 ans. Donc l'histoire en elle-même ne concerne pas spécialement l'alternance jour-nuit, mais il y a un moment, en fait, une petite fille se perd dans la forêt, et Chien Bleu, qui est son ami, vient à sa rescousse. Sauf que la nuit tombe et donc le danger arrive. Et il faut absolument se réfugier dans une grotte. J'arrive avec la grotte. Voilà. Mais la créature de la nuit arrive. Parce qu'elle réclame en fait la petite fille pour pouvoir survivre. Il va s'en suivre une lutte à mort entre la force du jour et la force de la nuit, qui n'aboutira à rien. C'est-à-dire que le jour va se lever et la panthère noire qui symbolise la nuit n'a plus de force et doit aller se coucher, mais personne n'a gagné. Et c'est ça qui est symbolisé aussi dans ce livre, c'est que l'alternance est forcément respectée pour au moins les sociétés humaines, parce que sinon, tout est détraqué. C'est le cas aussi pour Batman, je vous disais, les méchants apparaissent la nuit. Batman, jusqu'à présent, il n'est pas au chômage, c'est-à-dire que toutes les nuits, il ressort lutter contre le crime, et puis le jour, il va se reposer, et puis il recommence comme ça toutes les nuits. Donc la nuit éternelle, en littérature du moins, n'existe pas, parce que si elle existait, ça romprait l'équilibre du monde. Et rien sur le prince de la nuit, Dracula. Alors, la nuit éternelle, c'est aussi la nuit, alors peut-être pas éternelle, mais qui dure très très longtemps. Et vous savez que on dit, et c'est vrai, que quand on se rapproche des pôles, eh bien, au lieu d'avoir 24 heures avec le jour et la nuit et puis les saisons, on va avoir, en gros, si on se rapproche vraiment des pôles, en gros, on va avoir 6 mois de nuit, 6 mois de jour, qui correspondent d'ailleurs à 6 mois d'été, 6 mois d'hiver. Pourquoi ? Alors, là, vous avez en fait l'explication. Tout cela vient de ce que la Terre, dans son orbite autour du Soleil, tourne, vous le savez, autour d'un axe, l'axe des pôles, et cet axe, il n'est pas perpendiculaire au plan de l'orbite de la Terre. Il est penché, entre guillemets, de 23 degrés et demi à peu près. Et ça n'est pas sans conséquence. Regardez sur ce schéma qui est vu depuis le dessus. Vous voyez, là, on était un peu... on voyait ça ni de face, ni par la tranche. Là, on est au-dessus. Et les petits points jaunes, ce sont les pôles. C'est le pôle Nord. Et le cercle rouge, c'est le cercle polaire. Alors, vous voyez que au moment de ce qu'on appelle les équinoxes, équinoxe de printemps, équinoxe d'automne, pour nous, qui sommes dans l'hémisphère boréal, l'hémisphère nord, parce que c'est inversé pour évidemment l'hémisphère sud, vous voyez que on a égalité entre le jour et la nuit. La Terre tourne sur elle-même, et vous voyez bien que on a la moitié côté nuit et la moitié côté jour. D'où le nom d'ailleurs équinoxe.
Par contre, regardez bien au solstice. Eh bien, si vous regardez bien, vous vous apercevrez que en juin, ce qui correspond à notre solstice d'été, tout ce qui est à l'intérieur du cercle polaire est toujours situé du côté jour 24 heures sur 24. Donc en gros, effectivement, on va avoir à peu près, si vous voulez, 6 mois de jour et 6 mois d'été. De l'autre côté, c'est le contraire. On est complètement dans la nuit, vous le voyez. Donc ce sont des modes de vie qui sont effectivement très très différents de ce qu'on connaît dans nos latitudes tempérées. Et pour avoir les ambiances des polars dont parlait Alexandra tout à l'heure, il faut se rapprocher effectivement du cercle polaire. Ça pourrait être intéressant, un Colombo qui vous dit qu'est-ce que vous avez fait la nuit du 22 mars au 22 septembre. Oui, effectivement. Ça pourrait être intéressant pour avoir... autre chose, parce que il paraît que les Gaulois avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. Alors, est-ce que c'est le ciel ou est-ce que c'était les étoiles qui leur faisaient peur parce que le ciel, il n'y a rien, quoi, je veux dire. Donc, ils craignaient quoi, les Gaulois? Moi, je donne ma langue au chat. Oui, non, il me semble bien que c'était pas les étoiles, il me semble bien que c'est le ciel, mais ça a un rapport avec la fureur des dieux. Alors là, par contre, je peux pas aller bien plus loin parce que j'ai pas l'explication, mais non, c'était vraiment le ciel. C'est une histoire de voûte céleste, en fait, comme un couvercle, quoi, et qui pouvait se défaire en fonction de la colère des dieux ou pas. Mais ça, après, voilà, je peux pas aller plus loin. Non, c'était pas les étoiles. C'est un peu, il y a une histoire comme ça pour enfants où c'est un petit poussin un peu stupide qui se promène dans la forêt. Il l'a pas trop dit à ses parents d'ailleurs, il a pas trop le droit d'être là. Et il y a un gland qui lui tombe sur la tête. Et cet imbécile ne comprend pas ce qui lui est arrivé. Et en fait, il va alerter les animaux les uns après les autres en disant « Le ciel me tombe sur la tête, il faut faire quelque chose, vite, vite ». Et donc, il va avoir ainsi de suite un certain nombre d'animaux de plus en plus gros qui sont pas bien plus malins que lui parce qu'à chaque fois prennent peur et eux aussi veulent répandre la nouvelle jusqu'à ce qu'ils arrivent auprès du renard qui va les manger. Donc, le ciel leur sera réellement tombé sur la tête, mais pas pour les raisons auxquelles ils s'attendaient. Ça, il y a quelque chose. Oui, justement, on parlait le jour et la nuit qui durent 24 heures. Enfin, maintenant, parce que le jour a ralenti. Avant, il durait 18 heures. Ce qui est assez amusant, à l'époque des dinosaures, enfin, au Jurassique, c'est quand même une exception. Pratiquement toutes les exoplanètes, on retrouve la nuit et le jour est éternel, puisqu'elles montrent toujours la même face. Et on s'est rendu compte, et c'est ça. Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais. Certains astronomes disent que la Terre est presque une exception, disons qu'à chaque fois qu'on trouve des exoplanètes, pratiquement, quand elles sont telluriques, même d'ailleurs, ça peut être même des planètes un peu joviennes, qui sont plus grosses, elles montent toujours, elles sont carrément synchrones, et elles montent leur même face. Et là, du coup, on peut dire qu'il y a une nuit éternelle. Oui. Et une journée où ils sont cramés, voilà. Et en fait, il y a énormément de mondes. Il y a des mondes, des exoplanètes où la nuit éternelle existe, en fait. Comme la Lune, par exemple, déjà. Oui, en fait, c'est une loi générale qui vient de la mécanique céleste et de la physique. En fait, c'est les forces de marée. Quand on a un corps qui tourne autour d'un autre corps, pour des raisons qu'on va pas expliquer maintenant parce que c'est pas si simple que ça, on a toujours cette tendance à avoir le corps qui tourne autour du corps central qui lui montre la même face et le corps central qui lui montre aussi la même face. Alors, dans le système, si c'est une planète, ça veut dire qu'effectivement, on va arriver à une situation, parce que ça se passe avec le temps, il faut que les forces de marée agissent, on va arriver à une situation où la planète, effectivement, montre toujours la même face à l'étoile en question. Dans le système solaire, ça n'est pas arrivé. Par contre, si on prend un autre système binaire, là, qui est le système Terre-Lune, eh bien, la Lune, elle y est arrivée. Elle nous montre toujours à peu près la même face. Et la Terre est en train d'y arriver. Pour les mêmes raisons. C'est à cause, justement, de ces forces de marée. Hein, c'est la même raison qui fait qu'on a des marées sur Terre. Et en fait, la Terre, si vous voulez, quand les océans se déforment à cause de l'influence de la Lune. Bon, il y a le Soleil, mais on va simplifier. C'est les 2 tiers de l'influence, c'est la Lune. On a le côté des océans qui sont vers la Lune, qui vont vers la Lune, qui sont
attirés par la Lune, et l'autre côté qui s'éloignent, et donc la Terre, avec ses océans, se déforme, devient oblongue, comme un ballon de rugby dont l'axe indiquerait la Lune. Sauf que ce gonflement des océans, il suit la Lune qui tourne autour de la Terre en un mois, alors que la Terre tourne sur elle-même par rapport au Soleil en un jour. Autrement dit, les océans tournent moins vite que la Terre. Donc ça fait des frottements entre la masse océanique et les planchers océaniques, et donc la Terre ralentit dans son mouvement de rotation diurne, les journées se rallongent, c'est 2 millisecondes par siècle, hein, donc ça va, c'est pas la peine de paniquer, hein. Mais ça se ralentit, et effectivement, par exemple, il y a 500 millions d'années, les journées duraient 20 heures et 30 minutes. Pour cette raison, et en fait, si le système solaire avait suffisamment de temps d'existence devant lui, on arriverait à la situation où la Terre montrerait toujours la même face à la Lune, et le système Terre-Lune, ce serait comme une altère, vous voyez, les deux se montreraient toujours la même face. Mais on ne va pas y arriver, parce que ça demande trop de temps. Et ce qui est amusant aussi, c'est que, à cause des lois de la physique, le ralentissement de la rotation terrestre entraîne un éloignement de la Lune, qui est, pour la distance moyenne, c'est 4 cm par an. C'est pas beaucoup. Mais, au bout de quelques centaines de millions d'années, ça fait une certaine distance. Et comme la Lune s'éloigne, elle met plus de temps à tourner autour de la Terre, donc les mois se rallongent. Mais tout ça, c'est très très lent. Et ça, c'est une règle générale qui d'ailleurs, quand vous envoyez un corps dans l'espace, à cause de ses forces de marée, il va toujours avoir tendance à se mettre dans une certaine position. C'est pour ça que quand vous êtes dans la Station spatiale internationale, il y a toujours un système de contrôle de latitude pour contrecarrer cela, parce que il y a des forces qui font que les systèmes ont tendance à s'aligner. Ce qui tourne autour d'un corps, son axe longitudinal va s'aligner vers le corps central. Toujours. Mais ça prend du temps. Pas tout, mais avec le nombre, on le rencontre souvent, oui. Oui. Vous nous avez présenté des livres sur l'insomnie, il fallait dormir, il faut cette alternance jour-nuit, et vous nous avez présenté qu'il n'y avait pas une nuit éternelle, mais bien jusqu'à 6 mois de nuit. Il y a bien des personnes qui vivent dans le cercle polaire, donc comment ils font Alors, ils vont pas bien. C'est-à-dire qu'ils écrivent des polars absolument effrayants. Et là, on se dit qu'ils ont un problème. Non, médicalement, c'est des populations qui ont pas mal de supplémentation en vitamine D à certaines périodes, qui ont des problèmes d'endormissement, etc. Enfin, c'est pas naturel non plus pour l'être humain de dormir. Là, ils ont pas mal de problèmes. Les personnages dans les livres en parlent, mais donc c'est tiré de la réalité quand même. Hein, c'est une expérience. Donc non, c'est difficile pour ces êtres humains-là. Oui, et d'ailleurs, quand on va en Norvège, les Norvégiens vous disent toujours, on est le pays qui a l'indice de bonheur, je ne sais plus comment il s'appelle cet indice, qui est le meilleur du monde. Oui, sauf que ils ont aussi le plus grand taux de suicide au monde, enfin parmi les plus grands, et pareil pour l'alcoolisme. Donc effectivement, c'est pas... Oui, Jean-Pierre. Je remonte un peu, j'abandonne un peu la nuit éternelle. Hein. Un vœu et une interrogation. Le vœu, c'est que les livres, vous avez peut-être fait une liste. Voilà, pourquoi ? Parce que vous nous avez alléchés, et puis moi j'ai demandé l'âge des enfants, parce que ça ferait des super cadeaux. Si on avait accès à votre bibliographie, oui, quelle joie! Oui, Gaouti va la mettre sur le site de l'association. Comme vous voulez, pourvu qu'on l'ait. Maintenant, mes états d'âme. Mes états d'âme. Tout à l'heure, donc Jacques a très bien raconté, le ballon qui se dilate, hein, les 2 points qui s'éloignent. Donc ça veut dire qu'il faut remonter le temps dans l'autre sens. Les 2 points se rapprochent. Ah, c'est magnifique. L'espace était en un point.
Mais ce point, il était où? Puisque justement, nous ne sommes pas le centre de l'univers, personne. Hein. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'expression l'univers était tout petit concentré en un point? Pour moi, ça veut rien dire, c'est pas une explication. Il est où ce point? L'univers, il est infini. Il est partout. Les cosmologistes ont cette réponse qui effectivement est un peu étonnante. Ce point était partout. Parce qu'en fait, mais c'est quelque chose que l'esprit humain, je pense, ne parviendra jamais à appréhender. Même Einstein, même Hubble, même Lemaître, même Robertson, ils n'arrivaient pas à l'imaginer. C'est que l'univers se dilate dans toutes les dimensions, mais c'est pas il ne se dilate pas dans quelque chose, puisque l'univers c'est tout. Et en fait, là on a la discussion qui est presque plus philosophique que physique entre ce qui est fini et illimité, c'est pas la même chose. Et c'est vrai que l'esprit humain, lui, n'arrive pas à faire, enfin en tout cas moi j'y arrive pas, mais il n'arrive pas à faire le tri. On peut être dans un univers qui est fini mais illimité. Il n'a pas de limite, mais il a un volume, une taille finie. Et apparemment, c'est l'explication que les cosmologistes, c'est là-dessus qu'ils fondent leurs idées. Mais c'est très perturbant. Ça veut dire que le centre de l'univers, il est partout et nulle part à la fois. Voilà. Bon, mais mon esprit, il n'arrive pas à comprendre et à dire ce qui est fini peut être illimité. Le mien non plus. Alors, un petit indice, c'est que le coup du ballon, les deux points qui s'éloignent, ils sont à 2 dimensions. C'est le ballon. Alors que le ballon est censé représenter les 3 dimensions. La difficulté qu'on a, c'est que dire l'univers se concentre ou se dilate, c'est dans un espace à 4 dimensions. Mais justement, c'est ça qui est difficile. L'exemple du ballon, il sert à enlever une dimension au problème, parce que l'esprit humain n'arrive pas à raisonner dans 4 dimensions, c'est normal. Nous sommes dans un espace physique à 3 dimensions, mais les lois de la physique nous font comprendre que pour expliquer les phénomènes, il faut avoir recours à un espace à 4 dimensions que mathématiquement on arrive très bien à manipuler, mais pas dans notre cerveau. Donc, on enlève une dimension et au lieu d'imaginer un espace-temps à 4 dimensions avec un espace physique à 3 dimensions, on imagine un espace-temps à 3 dimensions et un espace physique à 2 dimensions. C'est le ballon. Le ballon, l'espace-temps, il a 3 dimensions. Nous savons qu'il a un volume fini et la surface de ce ballon, qui est l'espace physique de cet univers hypothétique, on peut calculer la surface, c'est facile de le calculer. Et donc, on a un espace-temps à 3 dimensions, et l'espace physique, il se dilate, ses dimensions augmentent, mais il a 2 dimensions. Donc, il a une taille finie, puisqu'on peut calculer la surface du ballon. Mais par contre, il n'a pas de limite, parce qu'on peut partir dans un sens, on ne rencontrera jamais de bord, de frontière, de limite. Voilà. Mais je suis comme toi, Jean-Pierre, hein, c'est quelque chose que j'arrive pas à... C'est autre chose. Oui, mais ça, la physique, pour comprendre le début, n'existe pas. Mais par contre, pour la structure actuelle et l'exemple du ballon, là, la physique et les mathématiques existent. Son ouvrage, effectivement, Jean-Pierre Luminet, lui, il suppose, mais enfin bon, c'est un peu empirique, mais que l'univers a une forme de dodécaèdre de points carrés qui ressemble, en fait, c'est
Dédiane, c'est un ballon de foot en fait. Ça ressemble un peu à un ballon de foot. Ouais, voilà, c'est des sphères. Alors on rentre sur une face, on repart dans l'autre et ça a cette forme. On appelle ça de la cristallographie cosmologique. Il a sa théorie de l'univers théorie. chiffonné. Voilà, Mais- l'univers chiffonné. Bon. Voilà, mais bon. C'est très beau. Hein, mais... Oui, mais c'est la théorie de Jean-Pierre Liminet. C'est C'est pas. Jean-Pierre Géminet. Ouais. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à regarder? Pardon? On peut, oui. Alors, attends, que j'avais préparé quelque chose, mais il faut que je le retrouve. On va y arriver. Je l'ai amené avec voilà. Ouais, attendez, j'y arrive. Voilà. Alors, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la courbe de Hubble. Alors voilà, la courbe originale, c'est issu de son article qu'il a publié en 1929. Et vous voyez déjà que sur ce diagramme, vous voyez que la belle droite qu'on observe, bon, elle est pas, les points ne sont pas vraiment tout à fait collés. Bon, ça c'est pas un trop gros problème. En réalité, le problème est ailleurs, mais vous voyez quand même déjà que là, il fallait quand même, disons, avoir la certitude qu'on avait mis en évidence une tendance. Bon, on avait de bonnes raisons de le penser. Je vous dis, depuis ça faisait 10 ans déjà qu'on y pensait. Mais bon, alors, les cercles pleins, les cercles vides, c'est pas la même chose. Si on enlève les cercles vides et si on met ça à une autre échelle, voilà ce que ça donne. Ce qu'on appelle la loi de Hubble, c'est la droite. Et les points observationnels de Hubble, ce sont les points noirs. Vous voyez que quand même, il fallait avoir les yeux de la foi. Voilà. Alors, en fait, il y a plusieurs choses qu'il faut dire. Maintenant, quand on nous montre la loi de Hubble, on nous montre quelque chose comme le diagramme de droite. Mais le diagramme de droite, il est beaucoup plus récent que le diagramme de Hubble. Alors, c'est pas la même échelle, justement. Pourquoi? Voilà. Alors, à l'époque de Hubble, on n'avait pas de télescope aussi puissant que maintenant. Or, alors il y a une tendance qui n'est finalement même pas la plus importante, mais c'est vrai que quand on regarde les galaxies proches, elles ont des mouvements d'agitation, si vous voulez. Elles ont de vrais déplacements. On a un vrai effet Doppler-Fizeau. Et donc là, on va avoir des mouvements qui se font dans toutes les directions et qui sont noyés, qu'on ne peut pas distinguer du mouvement général de dilatation de l'espace. Pour le voir, ce mouvement de dilatation, il faut aller dans de grandes distances. Donc il fallait aller dans de grandes distances. Il fallait disposer de télescopes plus puissants. Mais finalement, le problème le plus important de Hubble, c'est que à l'époque, on avait d'abord, on ne connaissait pas bien certains objets astronomiques qui servaient à calculer des distances. On ne savait pas qu'il y avait plusieurs sortes d'étoiles variables qu'on appelle céphéides. On mélangeait certains objets astronomiques qu'on croyait identiques qui n'étaient pas du tout à la même distance. On avait une très mauvaise connaissance de cette matière interstellaire dont je vous parle. On faisait des erreurs statistiques il y avait des biais statistiques. Bref. Alors, Hubble, lui, il avait calculé comme constante qui nous donne la vitesse d'évolution de l'univers, 400, donc si vous voulez, c'est une constante qui sert d'ailleurs aussi à fixer une limite à l'âge de l'univers. Avec Hubble, c'était 464 km par seconde et par million de parsecs. Un parsec, c'est un peu plus de 3 années-lumière. Alors que maintenant, on sait que c'est pas du tout ça. Regardez, l'ordre de grandeur, c'est 10 fois moins, quoi. C'est 64 km par seconde et par million de parsecs. Il avait tout faux, mais le pauvre, c'est pas de sa faute. Je vous ai dit, on avait beaucoup de problèmes pour observer. Finalement, avec le temps, avec une meilleure connaissance des objets astronomiques et avec des télescopes de plus en plus puissants, on est arrivé à avoir donc le diagramme de droite. Et on était tellement sûr de notre coup qu'on s'est dit, pas de problème, la loi de Hubble, elle est scalée, la vitesse est égale à la constante de Hubble multipliée par la distance, et du coup, quand on mesurait une vitesse de récession, c'est-à-dire un décalage vers le rouge là, dont je vous ai parlé, on faisait la correspondance sur le diagramme et on se disait, ça nous donne la distance. Et puis pas de problème, on a fonctionné comme ça pendant très 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 longtemps, jusqu'à ce qu'on soit capable
de mesurer des distances d'objets encore plus lointains, avec d'ailleurs une meilleure connaissance théorique de ces objets qui sont des supernovae. Et là, les gens se sont dit, au lieu de dire que ces objets sont à telle distance parce qu'on mesure telle vitesse, on va essayer d'avoir leur distance directement. Et on s'est aperçu que la courbe, elle était comme ça. Et alors, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de trop fignoler mon PowerPoint, et donc du coup, j'ai pas pris parce que sinon, on trouve des choses plus précises, mais qui sont incompréhensibles si on connaît pas les unités, tout ça. Donc, je voulais quelque chose de parlant. Voilà. Maintenant, voilà la courbe qui nous donne la distance, la vitesse en fonction de la distance, et vous voyez que ça s'éloigne de la constante de Hubble, de la ligne droite de la loi de Hubble. Ça, on le sait depuis 20 ans, exactement. Et pourquoi ? Parce que contrairement à ce qu'on a très longtemps cru, l'expansion de l'univers qui ralentissait à chaque fois, qui ralentissait tout le temps, eh bien, en réalité, il y a quelques milliards d'années, elle s'est réaccélérée. Et pourquoi ? Parce qu'il y a quelque chose dont on ne connaît pas la nature, qu'on appelle énergie sombre, et qui constitue quand même 70% du contenu de l'univers. Donc jusqu'en 1998, on ne connaissait entre guillemets que 30% du contenu de l'univers, et encore, sur ces 30%, il y en avait la plus grande partie constituée d'une matière qu'on appelle la matière noire, dont on ne sait pas de quoi elle est faite. Mais on connaît sa physique, alors que là, l'énergie sombre, on ne connaît même pas la physique. Donc vous voyez, parfois, quand on a des certitudes, il faut quand même bien se méfier. Voilà, le menu. Quelle heure il est ? Ouais. Alors, est-ce qu'on peut parler peut-être de où sont passées les étoiles ? Alexandra, tu avais quelque chose là-dessus ? Oui, je te laisse. Alors on s'est inquiété en fait de la disparition des étoiles, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un problème de pollution lumineuse, puisque les villes étant extrêmement éclairées avec l'éclairage public et puis les néons, les enseignes des magasins, on ne peut plus avoir d'observation directe du ciel dans les grandes villes, mais même dans certaines campagnes, pour avoir un accès à l'observation du ciel, il faut aller dans certains endroits vraiment très très isolés. Alors, il existe aujourd'hui quasiment aucun livre sur le sujet. Il y en a un, mais que je n'avais pas, d'un photographe qui a pris en photo de nuit un certain nombre de grandes villes et mégalopoles pour montrer à quel point la lumière dégagée la nuit, fait qu'on y voit comme en plein jour. Vous avez là un tableau de Van Gogh, puisqu'il est un des premiers à s'être intéressé au phénomène, puisque là, on est sur une ville au bord du Rhône, et donc les lumières qu'on voit se refléter dans l'eau du Rhône, ce sont les lumières justement les éclairages publics, les éclairages artificiels, et qui remontent dans le ciel, puisque le ciel est beaucoup plus clair que ce qu'il devrait être. Il a fait un autre tableau qui s'appelle La Nuit, tout simplement. Et là, on est en pleine campagne. Bon, alors c'est particulier son interprétation, on est bien d'accord, mais le ciel est très différent, vous n'avez quasiment pas de lumière en ville. Ces phénomènes de pollution lumineuse sont très ennuyeuses par rapport à tout ce qui est faune, mais même la flore d'ailleurs, parce que ça gêne la photosynthèse. Mais pour la faune, les insectes et les oiseaux en fait sont complètement perturbés, et il y a une mortalité accrue de ces espèces-là. Et puis c'est quand même embêtant quand vous ne pouvez plus observer le ciel. Alors au niveau des scientifiques, je vous laisserai expliquer. Je vous ai apporté quand même quelques livres. Le ciel à l'œil nu, ce sont des livres donc, qui vous permettent d'observer en 2018 les phénomènes stellaires divers et variés que vous pouvez observer à l'œil nu sans instrument. Il y aura un chapitre qui vous explique où vous vous postez pour pouvoir observer ces phénomènes le mieux possible. Et Guillaume Canas sort chaque année le livre avec chaque année les phénomènes de l'année en question. Vous avez la même chose, La nature en poche, ciel de nuit. Alors là, à l'œil nu, aux jumelles ou au télescope. Donc cette fois, vous pouvez vous aider d'instruments. Vous avez toujours les conseils, les mêmes conseils de où vous placer pour pouvoir observer les phénomènes. Donc bien sûr, pas sur la place Jean Jaurès. Et puis, il existe la même chose pour enfants chez Gallimard Jeunesse, le grand livre pour observer les étoiles, où on vous explique les constellations, etc., et comment faire pour les observer, avec des instruments, vous voyez, pareil, avec les lunettes, les jumelles et le télescope.
Et donc, voilà, cette pollution lumineuse évolue puisqu'il y a des associations qui se sont créées pour inciter les municipalités à éteindre les lumières. Il y a une loi qui était passée en 2012 qui oblige les commerces dont je fais partie à éteindre leurs enseignes la nuit à partir d'une certaine heure. Parce que ça sert à rien, puis en plus ça pollue et on consomme trop d'énergie. Je vous laisse expliquer la partie scientifique après pour l'observation. Oui, alors pour la petite histoire, c'est Alexandra qui nous a signalé ces tableaux de Van Gogh. C'est Saint-Rémy-de-Provence, là, le village que vous avez en bas. Oui, alors c'est vrai que en fait, alors dans les observatoires, vous savez que les observatoires sont des lieux où il faut bénéficier, quand on travaille dans le visible en tout cas, d'un ciel qui est exempt de pollution lumineuse. Vous savez, ceux qui font de la radioastronomie, alors dans une précédente vie, quand je faisais de la recherche en astronomie, et ma femme peut en témoigner, c'est pareil, on allait dans des observatoires où nous, on travaillait dans le visible, donc la nuit, et puis il fallait que le ciel soit dégagé, mais il y a les radioastronomes, alors eux par contre, ils travaillent tout le temps, même les nuages, ça ne les gêne pas, donc ça dépend. Mais la pollution lumineuse est quand même très gênante pour beaucoup d'astronomes. Et c'est vrai que si vous allez dans des observatoires au Chili ou dans d'autres régions, vous avez le problème n'est pas vraiment présent. Mais par exemple, il y a un grand observatoire en France qui s'appelle l'Observatoire de Haute-Provence. J'y vais régulièrement parce qu'il y a un projet de planétarium là-bas. Cet observatoire qui est quand même celui où on a découvert la première planète extrasolaire. Donc il est très important cet observatoire. Eh bien, c'est vrai que quand vous y allez maintenant, vous voyez que la pollution lumineuse, elle est là, même quand on est à l'observatoire. Et je me souviens, il y a longtemps, au Pic du Midi, qui est pourtant dans les Pyrénées, eh bien, on commençait à voir les lumières de certaines villes, même la ville de Pau, on voyait c'est un problème pour les astronomes. Mais de toute façon, c'est aussi un problème plus philosophique. C'est vrai que beaucoup de jeunes ne sont plus habitués à voir les étoiles dans le ciel. Ils évoluent en ville, ils ont l'éclairage urbain, ils savent pas à quoi ressemble un ciel étoilé. Ça peut être très étonnant. Je vous assure que, parce que je l'ai fait, on peut lire un bouquin écrit en tout petit à la simple lumière des étoiles. Si vous êtes dans un lieu où vous n'avez pas de pollution lumineuse, vous pouvez le faire. Il faut attendre que les pupilles se dilatent, vous pouvez le faire. Et ça sera sans doute de plus en plus difficile à l'avenir. Alors, je vous ai apporté quelques images vues de l'espace qui sont, je trouve, très étonnantes. Là, vous avez les lumières des métropoles, des grandes villes de 2 pays. Je ne vous dis pas lesquels c'est. Et puis, vous avez cette ligne rouge très étonnante. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qu'est cette ligne rouge et qu'est-ce qu'on voit? Quels sont les 2 pays que je vous montre? Oui? Le rideau de fer, là, non, ce n'est pas le rideau de fer. Non, mais... Je sais qu'ils n'avaient pas le même réseau, alors... Non, 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 et en plus, alors pourquoi il y aurait une ligne rouge Non, mais bon, vous n'êtes pas très très loin de la bonne réponse. Alors, on va essayer, on va grossir un peu. Là, vous avez plusieurs villes qui sont de part et d'autre de cette ligne rouge. Je vous aide un tout petit peu là quand même. Bon, alors, je vais vous aider. Les villes, les voilà. Vous avez New Delhi, Lahore et Islamabad. Que peut être cette ligne rouge? Eh bien, c'est la frontière entre l'Inde et le Pakistan. Et comme ce sont 2 pays qui ne peuvent pas se supporter, qui sont en conflit pas ouvert, mais presque, qui ne sont pas en guerre, mais on n'en est pas très loin, et comme ils sont très sourcilleux, très pointilleux sur les histoires de frontières, vous savez que depuis 1947, la frontière, c'est pas quelque chose de réglé entre les 2 pays. Du coup, la frontière entre les 2 pays est éclairée violemment. Ils doivent consommer, ils doivent avoir des factures d'électricité incroyables. Donc la frontière entre les 2 pays est constamment éclairée, et voilà ce que ça donne. Et Jacques, sur la photo, tu sais pourquoi on voit la tropopause éclairée comme ça?
Alors, je pense que ça doit avoir un rapport aussi avec la longueur d'onde avec laquelle on a pris le cliché. Hein. En tout cas, c'est extraordinaire. Hein. Oui. Ce qui est beau dans ces clichés, c'est que on voit. Alors, d'abord, voir les. D'ailleurs, c'est un peu l'objet d'une autre chose qu'on pouvait aborder aujourd'hui, qu'on a en magasin là. Voir les étoiles dans les photos de l'espace, c'est pas évident. Mais là, ce qui est remarquable, et on a de plus en plus de photos comme ça, c'est qu'on arrive à voir les photos, les étoiles. Donc dans le ciel et en même temps à travers l'atmosphère terrestre. Ouais. Ouais. On voit la ligne de la tropopause aussi qui est marquée avec la ionosphère, tout, c'est magnifique. C'est magnifique. Hein. Alors, il y en a pas mal des photos comme ça qui sont très belles. Il y en a même certaines, d'ailleurs je les ai là, j'en ai une, où on voit de très très belles aurores boréales aussi. Voilà, je ne sais pas si vous voulez, on peut peut-être... Oui. Le micro. Justement, parce que le sujet va s'arrêter, je trouve que ce qui est fou, c'est cette pollution lumineuse, alors que maintenant qu'on a la technologie des LED, on pourrait faire complètement l'inverse. On pourrait vraiment avoir des sources qui sont très très dirigées. Et on a un monde où on a profité de ces LED, justement, qui ont un rendement ultra élevé. Et c'est vrai que ce que vous disiez, c'est que non seulement il y a les insectes, mais même, ça peut faire sourire, un potentiel catastrophique, les poissons ont des soucis. Même dans la Seine, les poissons ont des problèmes. Aussi, ils ne savent plus du tout, ils sont complètement perturbés à la surface de l'eau avec ces tout, à cause justement des LED. Et dans certains pays, effectivement, il y a des soucis parce que les appartements sont les uns à côté des autres avec des immenses panneaux publicitaires. En fait, la technologie LED qui a un rendement très élevé et où justement on peut vraiment éclairer que des parties, justement juste les trottoirs et éviter d'éclairer le sol, on n'en profite pas et on fait des panneaux publicitaires absolument énormes et en fait le monde se fout complètement du ciel et des astronomes aussi d'ailleurs. De toute façon, ça... Alors, il y a de plus en plus de collectivités territoriales qui effectivement font un effort, il n'y en a pas assez, mais il y en a de plus en plus qui font un effort déjà pour que l'éclairage urbain soit dirigé vers le sol et pas vers le ciel. Parce que c'est déjà un problème, ça. En plus, honnêtement, c'est de l'argent gaspillé. La facture, elle est pas anodine, donc il vaut mieux éclairer ce qu'on veut éclairer et non pas le ciel. C'est la loi, c'est-à-dire qu'à partir d'une certaine... Enfin, c'est 1 heure après la fermeture du magasin, les lumières des enseignes doivent être éteintes automatiquement. Donc en fait, on a un programmateur dans la vitrine qui fait que là, si ça doit être encore éclairé, là maintenant, et encore. Et vers 10h du soir, ça s'éteint automatiquement. Et ça évite que, déjà, moi, je paye de l'électricité pour rien, mais ça évite aussi que les rues restent allumées parce que le commerçant, il ne pense pas à éteindre en partant, quoi. Donc oui, c'est la loi par contre. C'est une loi qui est passée qui oblige tous les magasins, les institutions à éteindre les lumières. Alors si les enseignes vont être éteintes, après l'éclairage public, lui non. Dans la rue de la librairie, mon enseigne est éteinte, mais l'éclairage public est toujours allumé. Mais on trouve alors j'ai jamais vu ça dans des grandes villes, mais dans des petites villes, on trouve parfois effectivement des lieux où l'éclairage est coupé entre, par exemple, minuit et 4h du matin ou 5h du matin. Et d'ailleurs, vous avez des panneaux à l'entrée qui vous le signalent. Ouais. Et je crois que c'est le cas de Saint-Étienne, par exemple. Hein. Voilà, Saint-Étienne, à côté de Saint-Étienne, c'est le cas. Oui, deux petites informations. Le problème des LED, c'est que pour des raisons au départ écologiques, beaucoup sont passés au LED en se disant que ça avait un rendement extraordinaire. Et on s'est aperçu que dans certaines villes, maintenant, la consommation électrique par LED commence à excéder la précédente consommation par les ampoules traditionnelles. Parce qu'on se dit, comme c'est pas cher, on va en mettre de plus en plus. Et du coup, on est en train de faire la bascule, c'est-à-dire qu'on commence à consommer plus d'énergie. Alors, avec le rendement qu'on connaît, on commence à consommer plus d'énergie avec des LED que sans. Ça, c'est le premier travers. La deuxième chose, c'est on a peur du noir. Aujourd'hui, dans les cités, il y a ce
ce qu'on appelle communément le sentiment d'insécurité. Quand Jacques le sait, quand on faisait des événements une fois par mois au planétarium de Saint-Étienne, et bon, je reconnais à l'époque que j'avais plus ou moins soudoyé le technicien de la ville de Saint-Étienne. Tu me connais, hein. Donc j'avais réussi à faire éteindre la place qui est devant le planétarium. Et comme il y avait des immeubles tout autour, si on arrivait à éteindre l'éclairage de la zone, on était protégé par les bâtiments et on avait une sorte d'obscurité relativement correcte. Il y avait l'école de commerce qui faisait ses sessions un peu, bref, mais on arrivait à avoir une zone assez sombre. Et donc on faisait ça une fois par mois, on appelait ça les événementiels, jusqu'à ce que le nombre de plaintes de la part des riverains a atteint un seuil qui faisait que le technicien n'osait plus faire couper l'électricité, parce qu'il se trouve que, pour des raisons plus diverses et variées, ça coupait aussi la rue qui longeait l'espace foriel, et les riverains avaient tellement peur de ce climat d'insécurité, ils ont envoyé des lettres nombreuses et variées à la ville de Saint-Étienne, et à la fin le technicien a dit: est-ce que vous voulez bien prendre la responsabilité s'il y a un incident, est-ce que vous voulez bien prendre la responsabilité? Vous imaginez tout de suite que quand on dit comme ça, s'il y a une agression, est-ce que vous voulez bien prendre la responsabilité? Là, on est quand même un peu gêné, et les événements ont été arrêtés suite à ce sentiment d'insécurité, parce que les gens ont peur du noir. Et c'est terrifiant la quantité de lumière qu'on met simplement pour rassurer les riverains et les personnes. Et j'ai un peu du mal à imaginer qu'on arrive à faire un chemin inverse. Enfin, et dernière chose, quand on dit que les enfants ne connaissent pas le ciel, mais je pense que la plupart des enfants connaissent mieux les dinosaures que les vaches. A priori. Sauf la vache qui rit, peut-être. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres questions pour Alexandra ou moi, ou est-ce qu'on a encore des petites choses en magasin, si vous voulez? C'est comme vous voulez. Vas-y, sur tes petites choses en magasin. Les petites choses en magasin. On te laisse 10 minutes. Allez, 10 minutes. Et on clôt le débat après. Alors, voilà. Alors, bon, soit je peux alors, il y a une présentation que je voulais vous faire. Vous avez sans doute remarqué qu'en hiver et en été, on n'a pas les mêmes étoiles dans le ciel. Alors, ça n'a l'air de rien, mais c'est tout simplement parce que la Terre tourne autour du Soleil. Et en fait, ça induit beaucoup de choses dont on n'a pas conscience. Mais le fait que la Terre tourne non seulement sur elle-même, mais autour du Soleil, nous permet de voir toutes les étoiles. Donc j'avais préparé quelque chose là-dessus, mais peut-être plus sympa, c'est ça, où sont passées les étoiles. Parce que là, ça parle aussi de théorie du complot. Vous voyez, bon, quand on regarde le ciel à l'œil nu, on y voit des étoiles quand on a la chance de ne pas avoir de pollution lumineuse ou chimique. Mais quand on regarde les photos, par exemple, de la conquête spatiale, et notamment les photos qui ont été prises sur la Lune, voilà ce qu'on voit. On voit un ciel tout noir. Alors, quelques années après l'émission Apollo, il y avait des gens qui nous expliquaient que les Américains cachaient la réalité, que la réalité c'est qu'il y avait des bases extraterrestres sur la Lune, etc. Mais maintenant, c'est plus ça. Maintenant, on nous dit les Américains ne sont jamais allés sur la Lune. La preuve, c'est que ils n'ont même pas été fichus de nous faire des étoiles dans leur décor. Bon. Voilà. Et vous voyez, toutes les photos, celle-ci aussi, c'est toujours pareil. Sauf que, pourquoi ces gens-là nous disent ça, et pourquoi ils ne disent pas la même chose quand on regarde la banlieue de la Terre? Quand on voit les photos prises autour de la Terre avec la Station Spatiale Internationale, c'est la même chose. On n'a pas d'étoiles dans le ciel. Regardez cette photo que je trouve très belle aussi, parce qu'on a le bleu azur de l'atmosphère. Elle est très chouette, hein. Eh bien, pareil, pas d'étoiles dans le ciel. Regardez, celle-là est encore plus extraordinaire. On a un éclairage rasant, et vous avez la mince couche de l'atmosphère, avec cette fameuse couleur bleu azur,
qui fait que quand il fait jour, le ciel est bleu. Ça, ce sera pour un prochain café Sciences et Philo. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas d'étoiles? Alors, c'est évidemment, si vous avez de la lumière sur la station spatiale internationale, c'est parce que c'est pris en plein jour. Regardez, le soleil est bien dans le ciel, mais on ne voit pas les étoiles. Alors, on est en dehors de l'atmosphère, on devrait voir les étoiles. Là, c'est la même chose. C'est pris à 6 millions de kilomètres de la Terre par une sonde interplanétaire. On ne voit pas d'étoiles. Donc, où sont passées les étoiles? Est-ce qu'on nous raconte des cracks? Est-ce qu'en réalité, tout ça, c'est pas fait en studio? Ceux qui ont fait de la photographie, et David doit voir de quoi je parle, comprennent le problème. Oui, Jean? On peut même rajouter, d'après la dernière photo que tu nous as montrée, c'est qu'en plein jour, le ciel est noir, normalement. Alors oui, c'est ça, voilà. Exactement, tout à fait. Tout à fait. Alors, mais vous voyez, ce genre de photos nous montre plusieurs choses. On n'a pas d'étoiles dans le ciel, on a une surface violemment éclairée, on est en dehors de l'atmosphère, donc effectivement le ciel est noir. Mais la question c'est quand même où sont passées les étoiles. Alors les étoiles, eh bien, elles sont passées où? Elles ont été éliminées volontairement. Parce que quand vous êtes face au soleil ou bien face à quelque chose qui renvoie violemment la lumière du soleil, nous on est aveuglés. Un appareil photo, il est surexposé. Donc vous avez le choix. Soit vous prenez beaucoup de lumière parce que vous voulez vraiment tout voir, mais alors ce qui est très lumineux va être complètement surexposé, on ne verra pas de détails. Soit vous fermez votre diaphragme, ou bien vous captez la lumière pendant très peu de temps, et donc vous aurez effectivement des détails dans les objets éclairés normalement, mais les objets faibles, vous ne les verrez plus. Et c'est le cas des étoiles. Mais elles sont bien là. Regardez par exemple cette belle photo, prise depuis l'espace, et d'ailleurs je crois que celle-là a été prise lors de la mission de Thomas Pesquet, si je me souviens bien. Vous avez une belle aurore boréale. Le but, c'était de montrer l'aurore. Donc, on n'a pas trop capté de lumière. Et donc, les étoiles, on les voit. Et dernière photo que je voulais vous montrer, celle-là, je la trouve très chouette. Là encore, Jean, on a pareil. Hein, on voit bien la tropopause, la troposphère. On voit les étoiles. Et on voit cette traînée lumineuse. Qu'est-ce que c'est, à votre avis? Qui devine? Alors, je vous le précise quand même, la photo a été prise depuis la Station spatiale internationale, en orbite autour de la Terre, évidemment. Que voit-on? Alors, je vais vous mettre sur la voie. Quand on prend une photo comme ça pour voir les étoiles, il faut avoir un temps de pause long. Donc, ce qui se déplace va laisser une traînée. Un avion? Un avion, non, parce que ça c'est c'est pas encore dans l'atmosphère où circulent les avions. Alors, un missile lancé par Kim Jong-un, non, c'est pas ça. Superman? Superman, non, il laisse pas de traîner, oui. Eh bien, c'est tout simplement la navette spatiale Atlantis qui rencontre les couches denses de l'atmosphère, et donc ça provoque cette surbrillance. Voilà. Je ne sais pas, Alexandra, si tu as quelque chose. Je vous propose qu'on termine sur cette belle image.